Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la table ronde sur le sexisme dans la publicité. Donc, dans le cadre de cette table ronde, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Bourgenot de Résistance à l'agression publicitaire que je présenterai après, et puis Léa Lejeune, journaliste économique. Je vous remercie tous les deux pour votre présence et moi-même qui animerai cette table ronde, Nathalie Leroy. Donc, voilà, nous avons souhaité faire cette table ronde pour évoquer notamment voilà, autour de cette table ronde des thématiques qui sont clés dans nos nouveaux métiers, je dirais, de la communication, des éléments clés à tenir compte et sur lesquels nous n'avions pas forcément, voilà, vous nous en parlerez, mais pas forcément conscience dans notre quotidien. Donc, on abordera des concepts clés, des définitions autour du féminisme washing, du publisexisme, voilà, comprendre un peu mieux ce qu'il en retourne, avoir une prise de conscience aussi des effets de l'utilisation du corps de la femme, mais également des hommes, voilà, pas seulement. Et la responsabilité, et je pense que là, ça va parler à tous, c'est la responsabilité également des communicants dans l'imaginaire des consommateurs. Je pense que c'est ça, l'imaginaire, les nouveaux récits. Je pense que vous allez en entendre parler pas mal pendant ces 2 jours. Donc, voilà, moi, je suis Nathalie Leroy, je fais du conseil en communication via mon agence Comaneco, avec un axe de valorisation des engagements de mes clients. Donc aujourd'hui, nous accueillons Thomas Bourgenot, donc chargé de plaidoyer au sein de Résistance à l'agression publicitaire, RAP, qui va nous présenter aujourd'hui donc, le dernier rapport qui a été intitulé « Le sexisme dans la publicité française », rapport de l'Observatoire de la publicité sexiste de 2019-2020. On vous mettra tous les liens dans les chats. Ce rapport met en lumière donc, le publisexisme actuel, les stéréotypes et les injonctions de genre quotidiennement véhiculées par les publicités. À l'heure du MeToo, du monde de la publicité et du récent retentissement du compte Balance ton agency, RAP, la résistance à l'agression publicitaire, montre l'inefficacité de l'autorégulation professionnelle de ce secteur et va donc nous proposer des pistes pour un véritable encadrement de la publicité. Donc, merci Thomas d'être présent. Nous avons également donc, Léa Lejeune, journaliste Bonjour. économique à Challenge. Léa préside l'association Prenons la Une pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Elle vient de publier Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes aux éditions du Seuil. Passionnant, voilà. Je l'ai acheté et franchement, je me suis régalée. C'est très Merci beaucoup. documenté, c'était vraiment très chouette. Donc, grâce à une enquête journalistique fouillée qui confronte les usages militants aux productions et ressources humaines des entreprises, donc Léa nous démontre dans son livre comment elle cherche à séduire, parfois à nous berner la nouvelle génération de féministes. Voilà, ce livre est intéressant à la fois pour les communicants, mais également pour les femmes, et va nous donner des exemples concrets et des vulgarisations de travaux de recherche en économie. Avec, voilà, bon, Léa nous en parlera en suivant, mais son livre nous donne aussi des pistes pour les femmes engagées qui souhaitent s'affranchir des discours mercantiles et nous aider en tant que femmes aussi à faire les bons choix. Parce que voilà, ça ne repose pas que sur les communicants ou la faute sur les hommes, mais nous sommes aussi partie prenante et c'est aussi à nous de réussir à faire les bons choix à travers tout ce qui nous est transmis. Donc, le déroulé, donc on a jusqu'à 12h30 avec 20 minutes de présentation à la fois du rapport par Thomas et puis Léa de son étude et de son livre. Et puis après, nous aurons 20 minutes de questions-réponses à travers le chat. Donc, profitez-en pour intervenir, demander des éclaircissements, lancer des débats. On est aussi là pour ça, pour pouvoir voilà, agrémenter et en savoir plus sur le sexisme dans la publicité. Je laisse la parole à Thomas, qui va nous présenter ce rapport aussi très, très intéressant et qui va permettre de mettre des définitions sur des concepts clés. Très bien, bonjour. Je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est bien ça? Hop, là vous avez.
C'est bon. Ok. Et ben donc, je vais vous présenter le rapport de notre association donc, sur la publicité sexiste qu'on a réalisé entre 2019 et 2020 et qui est sorti en 2021. Mais d'abord, je vais vous présenter l'association Résistance à l'agression publicitaire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et donc, dans le deuxième cas, comme ça, vous saurez. C'est une association donc, loi 1901 créée en 92, dont l'objet est de lutter contre les effets négatifs directs et indirects des activités publicitaires sur l'environnement et les citoyens. Donc, l'association n'est pas contre la publicité, fait de rendre une information publique, mais bien contre les dérives d'un système qui nous impose des messages sans forcément nous demander notre avis. Et donc, on revendique pour cela la liberté de réception, donc le fait de pouvoir choisir de recevoir ou non un message publicitaire. Je ne détaille pas beaucoup plus, mais voilà, c'est un peu l'objet global de l'association. Donc, nos moyens d'action, c'est la mobilisation, les campagnes, donc par exemple le sexisme. Des mobilisations, on va faire des actions, des conférences, comme on est en train de faire ici, une information, sensibilisation. On va faire des conférences débats, des vidéoprojections, des réunions d'information, voilà. Du plaidoyer, donc on va aller voir les élus pour leur demander de créer des règles, des normes qui soient plus restrictives, et des veilles et de l'analyse critique. Donc, on regarde un peu les nouveautés publicitaires et on essaie d'apporter notre regard dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait un observatoire de la publicité sexiste plutôt que dénoncer chaque publicité qu'on voyait effectivement dans une publicité sexiste plus ou moins choquante? On est parti du principe que effectivement dénoncer chaque publicité qu'on voit, déjà c'est chronophage, et ensuite ça participe beaucoup à ce qu'on appelle les bad buzz, et le principe du bad buzz, alors parfois c'est pas désiré, mais parfois ça l'est, et ça permet de faire connaître mieux une marque, parce qu'il y a un principe parfois dans la publicité qui est utilisé, c'est qu'on parle de bien en moi ou en mal de moi, on parle de moi, et c'est important. Et du coup, pour éviter ça, on a décidé d'analyser sur un an un ensemble de pratiques et juste pas une publicité ou un annonceur en particulier, mais donc plutôt voilà, quelque chose de plus général. Donc, pendant un an, on a demandé aux gens de contribuer. Donc, dès qu'ils étaient confrontés à une publicité sexiste, ils pouvaient nous signaler cette publicité via un formulaire qui était en ligne. On a eu 165 contributions de 20 villes françaises et qui ont touché à 81% les publicités, ciblaient le genre féminin. On voit bien globalement que la publicité sexiste a plus d'injonctions sur les femmes que sur les hommes, bien que les injonctions sur les hommes existent aussi, mais on le verra un peu plus tard. Donc, quelques définitions pour commencer. Distinction entre le sexisme et la misogynie. La misogynie, c'est un sentiment individuel, c'est une haine des femmes, et c'est pas ça qu'on va traiter. On va plutôt parler du sexisme, le système discriminatoire dans lequel les personnes identifiées femmes sont désavantagées et où certains privilèges sont accordés aux personnes identifiées comme hommes. Voilà pour les définitions du sexisme et misogynie. Le stéréotype, on va aborder ça. Pardon, je lis le commentaire et je ne comprends pas bien ce qui se... Bref, j'avance. On va aborder les questions de stéréotype, d'injonction. Stéréotype, c'est une représentation figée et répétitive en fonction de l'appartenance à un groupe, alors que l'injonction, c'est une prescription. C'est par exemple là, sur l'image d'à côté, vous voyez que la femme est d'une certaine manière, elle est représentée de manière stéréotypée, assez sexualisée, et l'injonction, c'est vous êtes définitivement parfaite. En gros, il faut que vous deveniez parfaite. Et donc le sexisme publicitaire est à la fois descriptif, donc le stéréotype, et prescriptif, injonction.
Et souvent, on entend que la publicité sexiste aujourd'hui, la publicité est moins sexiste aujourd'hui et qu'avant, c'était vraiment très sexiste. Alors effectivement, là, j'ai pris un exemple assez célèbre où on aimait bien, dans les années 80, mettre des femmes nues pour vendre un peu tout et n'importe quoi. Ici, c'est pour vendre le métier d'afficheur. Hein. Donc, c'était l'afficheur Avenir qui avait déshabillé cette femme qu'on appelle Myriam. Et donc, célèbre publicité sexiste. Effectivement, on ne voit plus de femmes nues comme ça pour vendre tout et n'importe quoi. Mais vous voyez, avant, on avait donc effectivement des représentations d'une femme irrationnelle. Donc la première image, c'est l'instant de la femme devant le frigo, une femme faible. La deuxième image, donc, vous dire que là, même, elle peut ouvrir cette bouteille de ketchup. Voilà. Et la dernière, c'est sur une femme qui comprend pas très bien la technique avec un ordinateur. Donc, c'est des publicités. Ensuite, des plus vieilles publicités encore un peu. Donc là, on est vraiment la femme soumise à l'homme qui lui apporte son petit déjeuner de manière assise, assise alors que lui est tranquillement dans son lit. Au milieu, l'homme dit qu'il aime sa femme parce qu'elle lui achète des Cronenbourg, tout un programme. Et c'est la femme toujours désignée pour les tâches ménagères. Donc, que ce soit la première ou la dernière image. Et donc là, on voit quand même, avec ces images anciennes et nouvelles, qu'on a quand même pas mal de choses qui vont revenir. Donc là, on va y revenir, mais vous avez des positions qui sont assez sexualisées. Et on voit que ce soit des publicités du fin du 19e à des publicités beaucoup plus récentes, 2015, vous voyez que la femme est quand même toujours mise avec des décolletés, des positions plus ou moins sexualisées. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un continuum. Là encore, pareil, des proportions surréalistes. Vous voyez que début du 20e, on avait une femme qui était représentée de manière complètement filiforme. Un siècle plus tard, on a des choses qui peuvent se retrouver encore un peu. Et donc voilà, les principaux ressorts de la publicité sexiste. Donc là, on a vu un petit peu, hein, ça va être la bouche entrouverte. Donc là, je vous le remontre, mais vous avez la personne qui avec la cigarette, la bouche entrouverte. Donc il y a une petite connotation, représentation qui rappelle un peu la fellation. Donc ça, je pense qu'on le voit tous. Position retournée, généralement, vous voyez souvent des femmes où on voit le fessier et la tête retournée. Donc ça fait plutôt appel à la levrette. Et les jambes écartées, ça c'est plutôt l'appel à c'est une femme qui est offerte. Et donc voilà, toutes ces positions-là, on les retrouve un petit peu là, vous voyez, sur les publicités. Là, c'est les publicités de l'Observatoire qu'on nous a donné. Là, vous voyez la première photo, la bouche est entrouverte, la femme est lascive toujours. L'autre, alors on ne la voit pas très bien parce qu'il y a un reflet, mais la bouche est aussi entrouverte. On a les jambes semi-écartées. Donc c'est un peu un appel à sexualiser les femmes. Ensuite, les vêtements ont beaucoup joué aussi. Donc il y a les décolletés, les robes, souvent courtes, des habits moulants, et on aime bien soulever le vêtement pour dévoiler le corps nu. Alors je réponds, est-ce qu'on est légitime de juger des pubs sexistes des décennies à nos yeux d'aujourd'hui? Je montre juste là des anciennes publicités pour montrer qu'il y a des évolutions, mais qu'il y a quand même des choses qui restent encore aujourd'hui. Donc non, je ne juge pas les publicités d'il y a 40 ans. Là, je vais parler juste des publicités d'aujourd'hui. Et donc là, on va retrouver, donc, je reviens sur le propos, les vêtements. Là, vous voyez, je parlais de jupes.
et de relever les vêtements. Donc là, vous voyez la pub Nastigale où la femme est en train de soulever un peu sa jupe comme une invite à du sexe. Et sur l'autre, vous avez un homme qui est complètement habillé et qui dénude une femme. Et cette situation-là, on la retrouve souvent en fait quand on a une femme et un homme et qu'il y a une personne qui est nue. 90% ou 99% du cas, c'est la femme qui est nue. Autre ressort, le cadrage, donc ce qu'on appelle la femme tronc. C'est un plan rapproché se focalisant sur les zones situées entre le bas du nez et le haut des cuisses, donc la bouche, la poitrine, les fesses. On ne montre pas, parfois on ne montre pas les yeux, ce qui est déshumaniste tout en permettant de voir sans être vu, ce qui est un côté très voyeur. Et cette déshumanisation est, selon Jane Kilbourne, le premier pas vers la banalisation de la violence. Donc, par exemple, quand vous voyez des photos avec comme ça un gros plan sur les fesses, la personne n'est plus identifiée comme humaine, mais juste pour son attribut sexuel, à savoir ses fesses. Et au passage, sur celle de droite, cumule l'injonction à l'épilation et le côté femme tronc, où on ne voit que des petits bouts des bouts de corps. Et donc, les injonctions qu'on va retrouver le plus souvent, dans les publicités, c'est donc la beauté. Il faut toujours être belle quand on est une femme, alors que pour les hommes, l'injonction à la beauté est beaucoup moindre. L'injonction à la jeunesse pour être belle. Donc, vous voyez très très peu de femmes vieilles, alors que les hommes vieux, on en voit. Des femmes vénales aussi. On aime bien dire que les femmes n'en veulent qu'à l'argent. Et donc, le corollaire sont donc achetables. Les assignations aux tâches ménagères, pardon. Quand vous avez des publicités pour les services à la personne, vous voyez très souvent des femmes et très, très rarement des hommes. Et l'injonction du stéréotype, donc les femmes sont faibles et fragiles alors que les hommes sont forts et courageux. Ah, ça ne peut plus bouger. Oui, ici. Et donc, c'est bon. Donc là, par exemple, comparaison entre des stéréotypes hommes-femmes. Vous avez à gauche la femme, on lui dit qu'il faudrait avoir le summer body toute l'année, donc à savoir être toujours présentable et toujours dénudable toute l'année et pas seulement en été. Alors que pour l'homme, il faut être fort et oser le marathon, donc le 42 km. Est-ce qu'on ne s'enferme pas un peu quand on suppose de certaines choses comme une pause qu'elles sont forcément sexistes? Je ne sais pas si c'est nous qui nous enfermons en supposant des choses ou si c'est la publicité qui nous enferme dans des stéréotypes en nous montrant des choses. Là, j'avoue que je voterais plutôt Thomas, pour en la cas, on publicité. pourra prendre le temps de répondre Ouais, aux questions mais du chat il ne après. faut pas que je vais fermer le chat dans 2 minutes. Donc voilà. Ensuite, vous voyez là pour un même produit, à savoir des sous-vêtements, on va mettre des femmes plutôt nues, alors que pour l'homme, on va montrer juste le produit. Ensuite, pour encore une fois un même produit, donc le soin pour le visage, vous allez avoir, donc là on a déjà vu tout à l'heure cette publicité avec cette femme avec la bouche entrouverte, le regard lascif, alors que l'homme a un regard conquérant, la bouche fermée, il a toute une position qui est beaucoup plus stéréotypée masculin. Aussi, la liberté est beaucoup utilisée par le secteur publicitaire. Mais là, typiquement, on retrouve encore une fois dans les publicités, donc pour ce jean, la femme tronc, où on ne voit que son fessier. Et donc, on ne sait pas trop si c'est la liberté d'avoir un beau fessier. On ne sait pas si c'est pour la femme de l'avoir ou si c'est pour l'homme de conquérir ce beau fessier. Et donc, pareil pour ces publicités, The French Liberty, Feel Free. Feel free to quoi, donc sentez-vous libre de faire quoi,
soit d'être dénudé sur un panneau JC Deco ou enfin bref, toute cette liberté donc de conquérir la femme plutôt que de hop. Et donc cette publicité sexiste auquel on est confronté tous les jours a des effets sanitaires et sociaux. Donc il y a un lien qui est prouvé par différentes études entre la diffusion d'images de corps féminins en proportions inatteignables et troubles alimentaires chez les femmes. Donc les anorexie, boulimie, qui touchent essentiellement les femmes à 90%, beaucoup plus que les hommes, à qui on fait beaucoup moins d'injonctions à être maigre ou être telle ou telle corpulence. Il y a aussi une pratique de la chirurgie esthétique qui est beaucoup plus importante chez les femmes. Il y a aussi une charge mentale qui, malgré tous les discours féministes de nos amis masculins, reste globalement tout ce qui est tâches quotidiennes, aller chercher les enfants à l'école, aller faire les courses, s'occuper du renouvellement de l'assurance ou des activités extrascolaires. Tout ça reste à 80% pour les femmes, malheureusement. Et donc, le fait qu'on ne voit que des femmes en train de s'occuper des enfants dans la publicité peut jouer beaucoup dans cette manque de changement. Et il y a aussi une mésestime de soi, puisque effectivement, on a une très faible présence des femmes en tant qu'expertes. Là, je vous renvoie à un rapport du CSA qui a été fait il y a quelques années, qui montrait que 82% des experts dans les publicités télévisuelles sont des hommes. Donc, 18% sont des femmes. Et du coup, nous, ce qu'on revendique, notre association, pour éviter justement qu'on continue à véhiculer un sexisme plus ou moins avoué, c'est la création d'une instance de régulation indépendante des contenus publicitaires. Parce que je ne vous en ai pas fait, je voulais aller vite pour qu'on voit un peu tous les trucs, mais dans notre rapport, on analyse aussi le travail de l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, et de son jury de déontologie publicitaire. On a regardé ce qu'ils avaient fait comme production en 2019-2020. Et typiquement, la publicité là, que je vous montrais, Liberté, Égalité, Beau Fessier, ils l'ont considérée comme non sexiste. Et donc, la plainte, il y a eu beaucoup de plaintes sur cette publicité, et elle a été jugée non fondée comme plainte. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, parce qu'actuellement, la régulation publicitaire est faite par et pour les publicitaires, et du coup, nous, ce qu'on demande, c'est une autorité de régulation indépendante. De mettre l'interdiction du sexisme dans la loi publicitaire, enfin non, le sexisme publicitaire dans la loi, pardon, et en définitive, interdire l'utilisation du corps humain, entier ou morcelé, humain ou humanoïde, dans la publicité. Alors je pense que c'est la revendication qui pourrait créer le plus de débat. Mais effectivement, on se rend compte que c'est l'utilisation du corps humain qui crée de fait des situations de sexisme. Ça, qu'on le veuille ou non, on va reproduire des stéréotypes. Donc, si on arrête de s'en servir, on revient au cœur du métier publicitaire, à savoir vanter le produit et non plus véhiculer des stéréotypes. Il ne te reste plus que 2 minutes. J'ai fini. D'accord, super. Écoute, nickel. Je sors du mon partage d'écran. C'est parfait. La parole est à Léa. Et oui, je vais réagir à chaud. Est-ce que tu veux rebondir, effectivement? Oui, parce que du coup, je vais réagir à chaud avec ce que tu proposes, Thomas. Effectivement, dans mon livre, j'ai étudié aussi le fonctionnement de la RPP. Et le principe de la RPP, c'est qu'en fait, c'est une instance avec les professionnels de la publicité qui jugent les professionnels de la publicité et les images. Donc, en fait, on est dans un truc qui juge les parties.
Ce sont à la fois eux qui sanctionnent, qui décident de ce qu'il faut, qui fixent les règles. Alors, après, ils ont fait un collège d'experts qui fixent les règles et un collège qui étudie les pubs. Mais en gros, tout est mélangé, toutes les responsabilités sont mélangées. Et donc, ils ne vont pas avoir d'intérêt à demander une législation très coercitive, quoi. Donc ça, je pense que c'est une vraie question. Et sur le morcellement du corps humain, alors moi, j'y crois pas trop parce qu'effectivement, l'argument de la liberté de création risque d'être brandi haut et fort. Ok. Alors, si ça te va, Nathalie, je présente un petit peu le concept du féminisme washing et pourquoi je le relie à la publicité. En tout cas, pourquoi pour moi, c'est un de mes 5 chapitres phares. Donc, j'ai publié au Seuil en mars dernier, Féminisme Washing, comment les entreprises récupèrent la cause des femmes, qui est en fait un mélange d'enquêtes, d'investigations journalistiques et de livres de société, où en fait je confronte 2 mondes. Un, le monde de l'entreprise, que je connais bien en tant que journaliste économique, et 2, le monde du militantisme, de l'engagement, que je connais un petit peu via mes engagements à Prenons la Une, et puis aussi parce que j'ai beaucoup écrit sur le féminisme depuis 11 ans dans le journalisme. Voilà. Dans le féminisme washing, c'est en gros un mélange de pratiques et d'outils marketing et publicitaires utilisés par les entreprises pour faire croire aux consommateurs qu'elles sont féministes, pour faire acheter plus de produits, pour convaincre que tel ou tel produit voilà, correspond à leurs idéaux, alors que les entreprises qui utilisent ces ressorts-là ne sont pas féministes en interne. Elles n'ont pas réévalué leur politique de ressources humaines, elles n'ont pas changé leur manière de produire les pays dans tel ou tel pays défavorisé, elles n'ont pas, voilà, elles ne sont pas vraiment remises en question, elles ont juste affiché une image féministe qui est très souvent fausse. Pourquoi elles font ça ? Il y a 10 ans, le féminisme, c'était encore quelque chose de assez peu à la mode. Les personnes qui prenaient position sur le sujet étaient assez critiquées. C'est encore le cas aujourd'hui, mais moins. Et en fait, il y a eu un glissement ces 10 dernières années où le féminisme, l'égalité homme-femme, est devenu vraiment un sujet majeur, notamment chez les jeunes générations. Aujourd'hui, selon un sondage de RSA Interactive, il y a 58% des Français qui se disent féministes et c'est même 77% chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Donc vraiment, chez elles, c'est une majorité écrasante. Et ça, c'est une cible que les grandes entreprises essayent d'attraper beaucoup dans le textile, dans les cosmétiques, dans le care, en tout cas les sujets attribués en général au féminin par stéréotype ou à raison. Voilà. Donc tout ça commence comme ça et donc les entreprises vont commencer depuis... en fait, ça a commencé il y a des dizaines d'années, mais ça a pris différentes formes, à faire du féminisme. En tout cas, à essayer de proposer une meilleure représentation des femmes. Alors, j'aimerais bien, s'il y a la personne de la technique qui est là, qu'elle passe une publicité que je vous ai mis, en tout cas un petit bout, ça s'appelle « Elles assurent en rodier ». C'est une publicité des années 90 et c'est une des toutes premières publicités qui est censée proposer une autre image de la femme. Allô ? Est-ce que la personne de l'organisation est là ou est-ce que je fais un partage d'écran ? Ah, j'ai Vanon Borguet qui dit oui. Est-ce que vous pouvez partager ? Elles assurent en rodier. Je vous ai mis le lien au-dessus. Allô, allô ? Le nom de la vidéo, c'est « Elles assurent en rodier » et je vous l'ai mis ci-dessus. Alors là, je ne comprends pas parce que vous faites comme si je ne vous l'avais pas envoyé alors que je vous l'ai envoyé, c'est ci-dessus. C'est possible ? On y va ? Je vais regarder si je peux lui renvoyer. Ah ouais, mais là, ça n'a pas de sens. On perd du temps et on perd la dynamique. Attends. Non, moi, je ne veux pas que vous partagiez, je veux que vous la diffusiez. Bonjour, c'est pas possible de la diffuser en direct parce qu'il y aura trop de saccades.
C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont sur le live, il faut qu'ils aillent directement sur le lien que j'ai envoyé dans le chat sur le live. On ne peut pas la diffuser directement Bah parce que oui, ça mais va alors trop du coup, ça saccader. sert à rien de Il faire une aurait fallu, présentation. Bon, mais il aurait fallu que vous nous le disiez avant du coup. ben non, en fait, il suffit, là, vous cliquez, si ça saccade trop, on arrête au bout de 25 secondes, tout simplement. Mais c'est trop compliqué à faire ça comme ça à la dernière minute. Il aurait fallu en fait que vous nous le disiez avant pour qu'on Ok, puisse bon, organiser on va pas autrement faire parce perdre qu'on du n'a pas temps les aux drivers gens. Ok, installés, etc. ok, laissez tomber. Donc, je vais vous la décrire, cette vidéo, puisque c'est ce qui me reste. Donc, on est dans les années 90. C'est une jeune femme grande qui se retrouve à une réunion avec des hommes et qui porte des vêtements en maille rodier qui sont censés servir à la working woman. Donc, c'est hyper moulant et en même temps, c'est inspiré des codes masculins avec un col de chemise. Cette femme, elle a les cheveux courts. Enfin, c'est vraiment les années 90. Et donc, elle est là dans sa réunion, puis d'un seul coup, elle reçoit un texto de son mec. Et comble du féminisme de l'époque, elle se lève en disant « Je m'en vais, mon mec m'attend », comme si elle était libre de partir de sa réunion. Voilà. Et puis, il y a marqué « Elles assurent en rodier », et ce truc-là est très vintage, vous le verrez, c'est grisé. Je vous remettrai les liens à la fin. Il y a ça. Il y a peut-être aussi une autre publicité que vous avez vue qui était, alors ça, je crois que ça date un petit peu avant, c'était Moulinex libère la femme. La publicité, c'est une femme avec les bras comme ça, dessinée, qui a un petit tablier et qui a son produit Moulinex parce que effectivement, c'était à une époque où on se rendait compte que les femmes passaient beaucoup trop de temps à la cuisine et donc au lieu de dire à messieurs de participer avec elles au fait de faire la cuisine, on leur a offert des produits qui leur permettaient de gagner du temps en faisant la cuisine plus vite. Donc ça, c'était les premières idées de publicité qui voulaient proposer une autre vision de la femme. Derrière, on a toute une autre vague que moi j'ai appelée la vague du femvertising. C'est un terme qui est utilisé pas mal aux États-Unis, donc femme de femme, vertising, la fin de advertising, la publicité. Donc ça émerge en gros au début des années 2000. Et alors, pour ceux qui, comme moi, sont vieux et ont plus de 30 ans, la publicité la plus iconique, c'était la femme Barbara Gould. Donc, c'était être une femme Barbara Gould. Alors là, on a une jeune femme d'une trentaine d'années qui est a priori architecte. En tout cas, elle est travailleuse indépendante. Elle est dans son cabinet d'architecte. Puis, elle fait des grimaces. Et puis, son pantalon est tombé. Donc, elle remonte son pantalon devant la caméra. Elle est belle, elle est fraîche, elle travaille. Elle n'est pas toute lisse. Elle n'est pas comme dans les publicités qu'on a vues tout à l'heure avec Thomas. Elle est hyper dynamique, cette femme Barbara Gould. Et moi, je me souviens en tant que petite fille avoir vu cette pub et m'a dit oh, j'ai trop envie d'être une femme Barbara Gould. Alors, ce que je n'avais pas compris à l'époque et que je sais maintenant, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui montrait que ça n'avait pas tellement changé, c'est que cette femme Barbara Gould, elle était des catégories sociales plutôt très favorisées puisqu'elle était architecte indépendante. Elle était très grande, on était dans un physique de mannequin 1m75 à 1m70, brune, avec les cheveux longs, évidemment blanche. Donc, on était dans toute la forme de stéréotypes des femmes dans la publicité. Ça avait absolument pas commencé à changer. Et là, gros retournement, puisque c'est le moment où à la fois le femvertising va se développer et on va voir apparaître les premières publicités féministes. Et c'est donc Dove. Dove, The Real Power of Beauty. Alors, celle-là, je peux vous la faire en partage d'écran normalement, puisque c'est juste une photo. Hop. Alors, elle est là. Et est-ce que vous la voyez, cette photo? Voilà. Donc, ça, c'est la photo Dove Real Beauty. Et c'est la première publicité que j'appelle féministe dans le monde.
Pourquoi cette publicité elle est féministe? D'abord, elle correspondrait à ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire la prise en compte des différentes formes de discrimination dans le féminisme, puisque là, on se retrouve avec des femmes minces et des femmes grosses, des femmes blanches et des femmes noires, des physiques différents. Ici, on voit bien qu'il y a un tatouage, ce qu'on voyait très peu dans les publicités auparavant, et ici un piercing. On voit quelques premiers bourrelets, on voit des poitrines opulentes et on n'est plus exactement dans les mêmes formes de physique qu'auparavant. Bref, là, il y a un vrai changement. Alors, ce qui marche bien dans cette publicité, alors comment on annule le partage? Voilà, on annule le partage comme ça, super. Ce qui marche bien dans cette publicité, c'est que toutes les femmes peuvent s'y identifier. Et puis surtout qu'elle a fait complètement le buzz. À l'époque, elle a été réalisée par l'agence Ogilvy, qui existe encore aujourd'hui, que vous connaissez peut-être si vous cherchez à postuler dans la pub, qui disait, et cette pub, elle n'a pas coûté grand-chose, hein, elle était affichée en 4x3 sur des affiches, à la télévision. Ah oui, j'ai oublié de dire un autre point très féministe et qui va totalement à l'inverse des publicités que présentait Thomas. Ces femmes, elles ne sont pas là pour regarder le public, elles ne sont pas là pour regarder l'homme, pour séduire. Il n'y a pas de regard en coin, on n'est pas dans une position lascive, au contraire, on est dans une position de sororité. Elles se tiennent par les bras, elles sourient, et ça, c'est quelque chose qui change complètement. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la femme en tant que consommatrice, on s'adresse à son bien-être, on s'adresse à voilà, quelque chose qui la détend et non pas à l'injonction à plaire. Pour une fois, ça change. Voilà, donc cette pub, elle a buzzé à fond et Ogilvy estime qu'elle a, en coûtant très peu cher, elle a correspondu à l'exposition médiatique d'une publicité à gros budget de 150 millions de dollars. Je ne sais plus combien elle a coûté, quelques milliers, 150 millions de dollars d'exposition. Alors, évidemment, Dove a compris que là, il y avait une opportunité et ils ont continué et ils ont refait tous les ans ou tous les 2 ans d'autres publicités. Le thème, le nom de cette pub, c'est Real Beauty. Donc, après, derrière, ils en ont fait une avec des femmes qui se décrivaient physiquement et une dessinatrice qui était censée les représenter. Et en fait, les femmes se décrivaient toutes comme hyper moches et elles étaient représentées comme hyper moches. Et après, on comparait les portraits et le physique de ces femmes et on voyait bien qu'en fait, elles se percevaient mal, elles se sous-estimaient et que la perception de la beauté était très forte. Donc, Dove a décidé de faire des études régulières sur la perception de la beauté chez les femmes et d'investir dans une association qui va faire des cours sur l'appréciation de la beauté dans les lycées auprès des jeunes femmes. Bon, tout ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Ils ont continué avec d'autres pubs, mais je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous tapez Dove Real Beauty sur Internet et vous allez trouver en fonction des années toutes les pubs différentes. Du coup, Dove, en 10 ans, qui au départ était une marque de savon et de gel douche très peu connue, est passée de 2,5 milliards de dollars de revenus à 4 milliards de revenus. Est devenue, et ça c'est les 10 premières années, donc aujourd'hui ça a encore progressé, est devenue la référence sur le sujet. Et vous devez connaître les Cannes Lions, qui est donc l'événement annuel pour parler de publicité entre professionnels et pour promouvoir de nouvelles manières de faire de la pub. Au Cannes Lions, Alain Job, qui est le patron de Dove et de toutes les marques Unilever, puisque ça fait partie de ce groupe, s'était prononcé carrément contre le wokewashing, donc contre les pubs faussement féministes, faussement intersectionnelles, faussement antiracistes, pour voilà, le fait que les pubs changent leur manière de faire, et puis aussi pour quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui est donc de lutter contre le féminisme washing en mettant en accord à l'intérieur des entreprises les valeurs qui sont défendues par des pubs. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail puisque tout est dans mon bouquin. Je suis désolée, j'en refais la pub, c'est mal poli, mais ce n'est pas grave. Dedans, tous les chiffres, c'est de montrer que Dove a essayé de promouvoir beaucoup de femmes au poste de direction. Ils sont à peu près à 50% en France, plutôt 40% ailleurs dans le monde. Augmenter les salaires, promouvoir voilà, un certain nombre de marques. Et oui, je vois tout à fait la question de Thomas et qui est une question très intéressante. Donc Unilever et Dove, c'est aussi eux qui détiennent la marque Axe. Axe,
Alors, si vous vous souvenez bien, c'est le gel douche avec des publicités ultra masculines. Et j'en ai cité une dans mon livre, qui est, en fait, il y a un mec qui est sur la plage, qui est un peu gringalé, qui n'est pas dans tous les critères de beauté, même s'il est quand même un peu mignon, qui est en train de se passer du gel douche Axe, pardon. Et d'un seul coup, toutes les femmes de la plage en maillot de bain, toutes mannequins, hein, évidemment, pour les bienfaits de cette publicité, se mettent à courir après lui. Et le principe, c'est genre Axe, c'est la publicité qui rend homme fort, homme attirant. Et il y a même un moment de la publicité des femmes extraterrestres qui débarquent d'un astéroïde pour venir draguer le mec qui est sur sa plage en train de mettre du gel douche. Bon. Oui, effectivement, Axe a continué pendant plusieurs années, pendant que Dove réfléchissait. Mais il y a 2 ou 3 ans, ils ont compris qu'il y avait un problème et ils ont changé leur publicité, décidé qu'ils arrêtaient tout ça et ils ont fait des publicités sur la masculinité diverse. Donc, en proposant, alors je crois que le sujet, c'est qu'est-ce qu'un homme un vrai, et donc en proposant plusieurs formes de masculinité, des masculinités d'hommes plus câlins, plus fragiles, plus gringalis, plus gros, des noirs, des blancs. Bref, ils ont repris les codes qu'ils avaient essayé de tester sur Dove pour les femmes et ils ont essayé de changer sur Axe et il était temps parce que pendant 7 ans, ils ont continué à produire les mêmes publicités sexistes pour les hommes alors qu'ils avaient changé sur les femmes. Donc voilà, ça c'est la publicité que je trouve géniale. Il y a une autre publicité que je trouve géniale et que vous avez peut-être vue et qui fait réfléchir sur les représentations. C'est Sephora. Sephora, The Unlimited Power of Beauty. Alors là encore, je vous remettrai les liens, mais je vous la redécris. Donc c'est une jeune femme noire, ce qui est rare dans la publicité en France, qui commence d'abord en tant que petite fille, puis vieillit, puis grandit, à sa première rupture amoureuse, donc on la voit pleurer avec du maquillage qui coule, se fait belle pour aller au travail, va draguer en boîte de nuit, et là on se rend compte qu'elle est probablement bisexuelle puisqu'elle drague des femmes et des hommes, et puis vieillit, continue à se maquiller, à progresser dans sa carrière, à avoir donc du coup des rides. Et en fait, on suit cette femme tout au long de cette vie. Et vraiment, regardez-la, cette publicité, parce qu'à chaque fois que je la raconte, j'ai les poils qui se dressent sur les bras, parce qu'en fait, elle m'émeut, parce que c'est la première publicité qui montre une femme noire, une femme qui vieillit, une femme bisexuelle, une femme dans un vrai parcours de vie, avec tout ce qui est bien et toutes les emmerdes. Voilà. Et donc là, il y a un vrai changement de paradigme chez Sephora, parce que, en fait, Sephora et toutes les marques ont compris maintenant, avec l'évolution du féminisme dans la société, que ce qu'elles faisaient ne marchait plus. Donc, elles ont compris qu'il fallait faire des publicités féministes, des publicités inclusives avec toutes les formes de corps. Alors bon, on va pas rêver, hein, elles n'ont pas complètement changé la vision de la beauté. Quand on regarde bien des publicités, par exemple de Dove, on se rend compte que si on prend une femme vieille, on va prendre une femme vieille mais avec des longs cheveux lisses, qui est blonde, ou qui a été blonde, maintenant elle a les cheveux blancs, qui a des yeux bleus, donc qui correspond à certains critères de beauté. Si on prend une femme ronde, on va prendre une femme qui a ce qui est considéré internationalement, et c'est la chercheuse Sylvie Bourreau qui le dit très bien, les critères de beauté universels. Donc oui, effectivement, partout dans le monde, il existe encore des critères de beauté universels. Pour le corps de la femme, c'est le rapport poitrine, taille, hanche. Donc, c'est-à-dire qu'on soit mince, qu'on soit grosse, ce qui nous fait paraître beau dans le regard des autres, c'est ce rapport taille, hanche, poitrine. Ça peut être aussi la symétrie du visage et c'est aussi des grands yeux et des grandes lèvres. Moi, par exemple, je ne suis pas considérée comme très jolie dans certaines communautés puisque j'ai des tout petits yeux et des tout petites lèvres et ce sont des critères de féminité qui sont valorisés à peu près partout dans le monde. Voilà, donc ça, la publicité a décidé de ne absolument pas changer, hein. Aujourd'hui, on va voir plus de personnes en situation de handicap, mais elles correspondront quand même à tous ces critères. Voilà, on ne révolutionne pas complètement, on continue à garder une valeur du beau. Alors, je vais vous citer une autre publicité que j'aime bien parce qu'elle va à la fois montrer qu'on a
qu'on se rend compte qu'il y a du féminisme et en même temps, pas tout à fait tout changer. Donc, alors, je vous refais un partage d'écran. Pardon, je ne suis pas la professionnelle du partage d'écran. Ça y est, vous l'avez? Ouais, je crois que vous l'avez. Donc, c'est Calvin Klein et la mannequin représentée, c'est Jari Jones. Pourquoi j'adore cette publicité? Pourquoi elle a buzzé à fond sur les réseaux sociaux féministes? C'est parce que Jari Jones est une femme noire, transgenre et grosse, qu'elle s'assume comme telle, que ça se voit sur la photo, qui est très peu retouchée. Par contre, ce que vous remarquez dans cette photo, clairement, les critères de beauté, les grands yeux, la grande bouche, on y est. On ne le voit pas sur cette photo-là, mais le rapport poitrine-taille hanche, il est totalement respecté. Et surtout, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les publicités de luxe, c'est la position lascive et un peu sexuelle. Donc là, les jambes sont légèrement écartées, le bras est posé comme ça, la bouche est entrouverte. Bref, on retrouve complètement cette position-là. Moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est que là, on est en 2020. 6 mois plus tard, Calvin Klein refait une publicité avec une femme blanche d'1,80 m, extrêmement maigre, correspondant à tous les critères de beauté du passé. Enfin, les plus mainstream, mais ceux sur lesquels on était censé être revenu. Ce que j'aime pas dans cette démarche, ça veut dire que pour moi, Calvin Klein fait du féminisme washing. Ils ont compris que pour faire un coup, pour plaire à une certaine partie de la population, il fallait il fallait parler du féminisme, montrer d'autres formes, mais en même temps, ils n'ont pas envie de tout changer, ils n'ont pas envie de changer leur façon de faire, ils n'ont pas briefé leur créa, et la publicité suivante, elle recommence. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervée. Et cette question d'opportunisme, on le retrouve aussi sur les publicités de serviettes hygiéniques. Faut savoir que les serviettes hygiéniques, c'est un marché à 20 et serviettes hygiéniques et tampons, c'est un marché à 26 milliards d'euros dans le monde. Que en gros, ce marché, il est trusté par 2 ou 3 grands groupes, dont Procter & Gamble, qui possède presque toutes les grosses marques. Et en gros, ils ont compris ces dernières années qu'il fallait proposer d'autres images. Mais derrière, alors je parle des autres images. Donc 2014, Always Like a Girl. Je vous encourage à la chercher sur YouTube. C'est une vidéo où il y a marqué qu'est-ce que c'est que courir comme une fille. Et en fait, la documentariste qui réalise la vidéo pose la question à des petites filles et à des femmes. Et en gros, les petites filles, courir comme une fille, elles courent comme des dératées, elles sont hyper motivées. Et puis, il y a des femmes, courir comme une fille, elles courent comme ça. Donc, de manière hyper caricaturale, comme si, entre l'enfance et l'âge adulte, on avait appris en tant que femme à se déprécier et à considérer que courir comme une femme, c'est courir comme une petite nature, c'est courir de manière caricaturale, c'est courir comme une princesse. Et voilà. Et donc, ça, c'est le message. Léa, si tu peux... Tu veux que je conclue? Oui, pour nous laisser un petit peu de temps d'échange après. Et puis, tu fais le teasing sur ton livre, du coup, pour avoir la suite. D'accord, pas de souci. Donc, je termine juste sur les publicités de règles. Donc, il y a eu ça et il y a eu Nana la vulva, donc avec plein de publicités, plein de vulves sous plein de supports différents. Et en même temps, ça n'a pas forcé ces marques à faire ce que les féministes demandaient, c'est-à-dire la transparence sur les produits et les ingrédients de ces publicités. Et une vraie pub féministe sur les règles, c'est pas uniquement des représentations, mais c'est aussi permettre aux femmes de savoir ce qu'elles mettent contre leur corps pour se protéger. Donc, pourquoi moi je parle de tout ça? Je vais aller très très vite, parce que la publicité, c'est pas remis complètement en cause. Aujourd'hui, on voit que 82% des créateurs, des créas et directeurs de création dans la publicité sont encore des hommes. Comme on en parlait tout à l'heure avec Thomas,
le MeToo de la publicité a montré qu'il y avait énormément de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, et ben avec ces conditions de travail-là, avec des hommes au poste de pouvoir important dans la pub, comment voulez-vous que les publicités progressent réellement, ne fassent pas de washing? C'est très compliqué. Donc moi, je prône plus de mixité, je prône moins de washing. Et donc l'idée, c'est effectivement que la publicité féministe aujourd'hui, elle permet aux marques de faire un retour sur investissement de 26%. Et ça, c'est pas rien. Et derrière, il va falloir que toutes les marques, toutes les entreprises, et ça, c'est ce que je dis dans mon bouquin, utilisent des démarches concrètes de ressources humaines, de réflexion de la production pour mieux payer les femmes, mieux les traiter en interne, arrêter le harcèlement et mettre en accord les publicités qu'elles veulent féministes maintenant et la manière dont elles progressent. Voilà. Donc je parle de tout ça dans mon bouquin et je propose aussi tout un manuel à la fin pour dire aux jeunes femmes, aux consommatrices, comment on vérifie que telle ou telle marque est vraiment féministe, qu'est-ce qu'on va chercher sur les informations, comment on se questionne et comment on réfléchit là-dessus. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai débordé. Merci. Super, merci. Merci à tous les deux, Léa et Thomas. Thomas, est-ce que tu avais envie d'interagir sur en plus d'axes Moi, peut-être juste sur la toute dernière, sur la conclusion. Nous, ce qu'on considère à l'association, c'est que c'est pas aux marques de se revendiquer féministes et on trouve un peu tendancieux ce mélange des genres où toutes les marques veulent s'engager sur des grandes causes, alors que ce soit l'écologie, contre le racisme, contre le sexisme, pardon. Et du coup, en fait, il faudrait que les publicitaires se recentrent vraiment sur le produit plutôt qu'essayer de nous envoyer des valeurs, parce que parfois ça peut être bien fait, effectivement, mais selon nous, c'est plutôt aux associations militantes de défendre des combats militants. Les marques devraient se contenter de vendre leurs produits, en fait. Voilà. Et je peux réagir à nouveau et après je vous laisse pour les questions, je suis désolée. Voilà, je respecte parfaitement le point de vue de Thomas et de résistance à l'agression publicitaire, mais du coup je ne le partage pas et j'explique pourquoi. D'abord, il faut savoir que les études de chercheuses et notamment les revendications de l'UNESCO disent que changer les femmes dans la publicité, ça participe à changer les stéréotypes parce que les choses auxquelles on est le plus exposé au quotidien, ce sont les médias, les réseaux sociaux et la pub. Donc ça, c'est une des choses. Et moi, je fais avec les temps et l'existant en tant que journaliste. Clairement, il y a une modification de la publicité aujourd'hui. Alors d'abord, il y a eu une première modification dans les années 60 de la publicité qui était de dire on ne vend plus un produit uniquement pour son usage, mais on le vend aussi pour ce qu'il est censé nous apporter, nous permettre de nous représenter et pour ce qu'on projette dessus. Et je comprends tout à fait que dans un monde idéal, on a envie que les produits soient achetés uniquement pour leur usage, mais la vérité, c'est qu'on est tous conditionnés et habitués à les acheter pour ce que ça représente et pour ce que ça dit de nous. Donc ça fait partie des choses. Et en parallèle, ça fait partie des tendances de fond montrées dans toutes les études de consommation. Et en parallèle, les marques sont dans un principe d'engagement très fort. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'empêcher, ce truc-là. La législation française veut que les entreprises deviennent des entreprises à mission. Sur les réseaux sociaux, l'engagement ou le faux engagement, ça marche très très bien pour les marques qui font de la pub réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas empêcher ça d'exister, mais qu'on peut dire, OK, faites-le bien, allez jusqu'au bout de votre démarche. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais je comprends qu'on ait des points de vue très différents. Alors, du coup, merci à tous les deux. On va répondre à quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. On a faire une publicité sexiste pour un produit qui vise un public féminin type parfum. Est-ce que ça marche vraiment? Une question d'Élise. Il faut croire que oui, puisque ça fait des décennies qu'on le fait et que globalement, ces marques se vendent plutôt bien. Après, est-ce qu'on peut vendre aussi bien avec des publicités moins sexistes? C'est tout à fait possible, je pense, mais c'est pas une publicité sexiste qui empêche de vendre un produit. Hein, ça se saurait, je pense. Oui, sur le sujet, je vous encourage vraiment à regarder les travaux de Sylvie Bourreau, donc qui a théorisé toute cette idée que
toute cette idée du regard séducteur, de la position séductrice. En fait, quand une femme regarde une publicité sexiste de luxe, elle s'identifie à... Plutôt pas, elle sait même pas qu'elle s'identifie. Elle se projette sur cette femme et elle projette le potentiel de séduction qu'elle pourrait avoir. Alors vraiment, on est dans ce sexisme hétéronormatif. Enfin vraiment, on est vraiment dans le stéréotype jusqu'au bout. Mais elle se projette là-dessus. C'est pour ça qu'elle va acheter ce produit pour cette injonction et pour correspondre à cette injonction. Donc hélas, ça marche. Voilà, il y avait d'autres questions qui sont liées. Est-ce que les femmes achetaient moins quand les pubs étaient moins sexistes? Et est-ce qu'on ne peut pas avoir du sexisme? On ne peut pas voir du sexisme partout. Je sais pas quand le retour sur investissement d'une pub fait... Pardon, vas-y Thomas. Moi, je sais pas quand est-ce que les publicités étaient moins sexistes, en fait. Mais voilà, c'était ma seule réponse. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un léger progrès, qu'il y a un petit peu moins de pubs sexistes, mais qu'il y a tout qui se mélange avec le washing, comme on a vu sur le greenwashing aujourd'hui. Mais l'exemple que tu as montré de Le Temps des Cerises, Liberté, Égalité, Beau Fessier, est très beau parce que c'est vraiment une marque qui a utilisé tous les codes récents et qui continue à revendiquer le fait de faire de la provoque et de l'humour. Sur les chiffres, c'est ce que je vous citais tout à l'heure. Alors, selon une étude, le retour sur investissement d'une publicité féministe en direction d'un public féminin, c'est 26% d'augmentation de vues de la pub et d'intention d'achat. Pas d'achat concret, mais d'intention d'achat. Donc, a priori, il peut y avoir un intérêt à se positionner là-dessus. Quelle image veut-on donner de la femme à la prochaine génération? Doit-on sexualiser pour vendre ou peut-on être plus malin en tant que communicant? La sexualisation serait-elle pas un outil de facilité? Et est-ce que la pub sexiste fait vendre toujours plus? Bon, là, on a déjà dit. Voilà, c'était un petit peu, on espère, hein, l'objet de la table ronde, se dire qu'on peut communiquer différemment et que je trouve que, alors ça n'engage que moi, mais que les entreprises ont un rôle sociétal et que dans l'engagement sur ces nouveaux récits, voilà, ces nouvelles façons de présenter la femme, elles ont aussi un rôle à jouer, quoi. Je pense que vous avez donné des pistes. Et ce qui est assez fou sur ce sujet, c'est qu'en fait, ni Thomas... Vous m'entendez? Oui. Ni Thomas, ni moi, ni la chercheuse Sylvie Boreau, ni tout ça, nous sommes les premiers à dire ça. En fait, l'association Chienne de Garde, association féministe qui a été beaucoup décriée comme extrémiste, et qui d'ailleurs l'est pas tant que ça, hein, vraiment, il faut regarder ce qu'elles font, sont engagées et ont écrit des tribunes depuis 15 ans déjà contre la publicité sexiste, contre l'utilisation du sexe et du corps des femmes pour vendre. Et elle disait un truc tout con, dont je ne sais plus quel tract que j'ai relu. Pourquoi est-ce qu'on met une femme nue ou en nuisette dont un bout de sein dépasse pour vendre du café? Enfin, on a eu toute une époque où Nescafé utilisait ce genre de représentation pour vendre du café. Pourquoi est-ce qu'on utilise un corps de femme pour vendre vous avez peut-être vu Thomas dans les publicités de la RPP, il y a les suceuses de l'Ouest. Il y a quand même une publicité, alors je crois que c'est sur du matériel de chantier ou de nettoyage, où on voit le matériel et puis il y a marqué les suceuses de l'Ouest avec une femme dans une position lubrique lascive à moitié nue. Enfin, pourquoi vendre du matériel de chantier avec une femme à moitié nue? Il n'y a même plus de lien entre le produit et la représentation. À quel moment on s'est perdu à ce point-là? Je ne comprends pas. On a aussi, dans le même genre, on a une publicité qui a été jugée fondée, enfin, donc la plainte a été jugée fondée, qui était pour les chauffages du Nord, avec une femme nue pour vendre des chauffages, pardon. Donc, on a le rapport chaudière, pour ça je m'en mets. Oui, voilà. T'avais compris, c'est bon. Mais par contre, la publicité, un an après, était encore diffusée, en fait. Donc, on voit que l'autorégulation, même si quand elle prend des décisions et qu'elle estime une plainte fondée, on peut retrouver cette publicité un an plus tard. Donc, les limites de l'autorégulation. Tout à fait. Bon, très bien, on va s'arrêter là, sauf si vous avez un mot de la fin ou si c'est bon pour vous. Je vous remercie à tous les deux. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis et puis tous les liens seront transmis
pour pouvoir retrouver les différents ouvrages. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci à Reboot aussi de nous avoir invités. Voilà, merci. Oui, merci pour cette discussion super intéressante. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Bonne journée.